Voilà, nous sommes de retour dans Tous Azimuts, toujours avec Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon, que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir. On va continuer à parler avec vous de votre livre « Et si la France s'éveillait », paru chez Plomb. Mais on va s'interrompre dans cette conversation un petit instant pour parler d'une autre France, celle dont va nous parler Dominique Vallière, tout de suite après ce jingle. Alors Dominique, vous avez lu un livre que j'ai lu aussi, qui s'appelle « Occupe-toi d'Arletty », publié par Jean-Pierre de Lucovic, chez Plomb aussi, c'est un hasard. Alors c'est un roman, mais un roman vrai, je dirais, quelque part. Oui, enfin un roman à clé, pourrions-nous dire, plutôt sur une période de notre histoire récente, au bout du compte, même s'il y a des gens qui ne l'ont pas connu, parce qu'ils ont 20 ans, mais c'est récent. Et donc c'est Paris 1942, donc l'occupation allemande. Et alors ce ne sont pas, si les restrictions existent, elles n'existent pas pour tout le monde. Quand la population compte ses tickets pour savoir et essaie d'avoir un morceau de savon ou un peu de café ou etc., d'autres vivent comme avant, sinon mieux d'ailleurs. Alors c'est un univers donc un peu interlope que je vous raconte, enfin qu'on raconte dans le livre. Alors les azous, le poker, les filles, le champagne qui coule à flot, des truands qui se font descendre à Pigalle sur fond de couvre-feu, on égorge, on ramasse des cadavres un peu partout, mais ça compte pas beaucoup, puis après tout la justice à ce moment-là elle passe assez facilement là-dessus. La rue Lauriston, l'affreux Lafont, oui, quel patron, l'affreux Lafont, je tiens, quel patron effectivement de la Gestapo française. Alors dans cela se mélange et souvent se croisent alors des personnages, Riton Langui, le beau Raymond, alors on va au One-Toutou bien sûr, pas pour faire de la politique, il y a le fameux tonton, alors pas celui de 80, excusez-moi monsieur Collomb, puisque d'ailleurs il était à Vichy cette année-là, donc il ne pouvait pas être à Paris, donc, mais donc, ce tonton, c'est le patron du Libertis, qui est la boîte, non, il disait pas boîte à l'époque, le cabaret homosexuel en vogue, et qui appelle, en effet, qui parle de Laguering, de la Pétain, devrait enlever ses moustaches, la Pétain serait plus jolie, etc. Bon, voilà, c'est toute une époque, en fait assez libre par rapport même à la nôtre, dans certains univers, et ou en couleur. Alors, il y a le Fouquet's, tiens, déjà, et tout ce que Paris compte de mondains et de demi-mondains, etc. Alors, à tout cela se mélange, en effet, on voit Maurice Chevalier, Dalliot, Carrette, ce second rôle formidable, Henri Garat, ce chanteur en smoking blanc, parfaitement ridicule, mais qui avait les faveurs de toutes les femmes qu'il voulait, et puis Rina Ketty, Je suis partout, Radio Paris-Mans, les vélos-taxis, donc on est plongé dans Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. Oui, mais non, oui, Radio Paris-Mans est allemand, mais je ne disais simplement le nom de la radio, Radio Paris. Et puis alors donc, dans cet univers donc totalement passionnant en même temps, assez trouble, mais passionnant, il y a Arletty. Alors Arletty qui reçoit, c'est le point de départ, c'est le prétexte en fait du roman, parce qu'on nous montre en fait l'époque, et Arletty qui reçoit donc des petits cercueils et des lettres de menaces, vraisemblablement parce qu'elle, elle vit une histoire d'amour avec un officier allemand. Alors, cette merveilleuse Arletty, qui, comme elle le disait d'ailleurs, avec le corps, j'ai le corps, pardon, elle disait avoir le corps en vadrouille. Est-ce qu'elle n'avait pas déclaré d'ailleurs au tribunal, à la Libération, qu'après tout, son cul était international, et elle avait même dit aux militaires français qui venaient témoigner contre elle, messieurs militaires, les Allemands, vous avez qu'à ne pas les laisser entrer. Voilà, vous n'avez qu'à ne pas les laisser entrer. Voilà. Bon, alors elle demande à Jérôme Dracena, un ancien flic de la crime qui en a eu marre de se promener parmi les cadavres et qui a décidé de devenir détective. Elle lui demande d'enquêter. Alors, vraiment, c'est formidable dans ce texte qui est vraiment très très bien documenté. On suit avec une relative passion cette enquête, effectivement, dans tout ce monde comme ça bizarre, dans lequel Dita Parlo, c'est la grande illusion. Vous voyez, c'est la petite paysanne qui recueille Dalliot justement et Jean Gabin, etc. Dita Parlo qui joue un rôle très très trouble là-dedans, toujours pareil, parce que... Faut pas tout raconter, non? Je sais ce que je vais dire, je vous en prie. Qui joue un rôle assez trouble, parce qu'en effet, c'est toujours le mélange. Et c'est vrai qu'il y a des beaux officiellement, il y a des beaux Allemands, il y a des beaux troufions allemands, il faut bien le dire. Puis ils sont mieux habillés que les Français, de surcroît, parce que les Français, c'était quand même un peu catastrophique. Alors, je vous raconterai pas le dénouement, comme me l'a dit effectivement mon aimable rédacteur en chef, évidemment. Mais alors, ce polar nous plonge vraiment
vraiment dans un univers des années troubles. Et cet intrigue prétexte, malgré cet intrigue prétexte, c'est plutôt réussi, quoi, de revivre des choses qui sont, pour la plupart, vraies ou qui peuvent être vraies, sauf si c'est pas les mêmes personnages, voilà. Alors je voudrais vous raconter une petite anecdote personnelle. Vous savez que j'aime bien la ramener parce que je suis un monsieur déjà un peu mûr et donc j'ai des souvenirs plus que de. Vous n'êtes pas si vieux que ça, comme Gérard Collomb. Vous n'avez pas connu la guerre. Je ne parle pas de cette époque-là. Mais alors, en effet, à la fin des dernières années de la vie d'Arletty, elle était déjà aveugle et elle était plus très occupée. Et elle m'avait reçu chez elle et je devais l'interviewer sur je ne sais plus quoi. D'ailleurs, elle était rédacteur en chef à l'Express. Et donc je voulais l'interviewer et puis j'étais ravi de la rencontrer, même si j'avais déjà aperçu. Bref, je vais la voir chez elle. Effectivement, elle avait mangé du yaourt, elle était toute blanche, elle avait du yaourt plein de visage. Je crois qu'elle avait foutu la cuillère à côté. Mais merveilleuse, j'étais émerveillé par Arletty. Et donc, j'ai absolument pas pu la tenir sur le sujet pour lequel j'étais allé interviewer. Et elle me parle d'elle, de la vie, entre autres, en effet, que Marcel Carné était un imbécile, qu'elle ne veut pas le voir, mais d'autre part, de l'amour libre. Donc, sujet, mon corps était en vadrouille. De l'amour libre, elle me vante les bienfaits de l'amour libre, c'est-à-dire de faire l'amour quand on veut et qui on veut. Et elle continue là-dessus, Puis à un moment, j'ai dit, mademoiselle, je suis désolé, il va falloir que je retourne à mon bureau, et donc je vais vous laisser, et je n'aurai pas le temps de faire ce dont vous me parlez. Et alors là, je reste là-dessus. Elle me dit, oh, vous trouverez bien un petit quart d'heure. C'est charmant. C'est charmant. Merci Dominique. Et Arletty, la vraie, on va la retrouver maintenant. Ah, ça sentira le pourri. Voilà. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est quoi? C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui craignent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Merci Dominique. Donc vous l'avez pas lu ce roman? Mais ça a l'air passionnant. Je vais. C'est marrant sur l'atmosphère. Occupe-toi d'Arletty, Jean-Pierre Delucovic, chez Plon, chez votre éditeur. Donc, je vais lui dire de vous l'envoyer. Fasse dédicacer le bouquin. Je vais très bien. Gérard Collomb, je le disais, la guerre vous n'avez pas connu. Vous êtes né en 47, vous avez 63 ans, vous êtes né à Chalon-sur-Saône. Vous le revendiquez, vous êtes issu d'une famille ouvrière. Et vous êtes professeur, votre vrai métier avant la politique, si j'ose dire, vous êtes professeur agrégé de lettres classiques, c'est ça? Ah oui, j'avais un père qui était ouvrier métallurgiste, donc si vous voulez, c'est pour ça que quand on parle quelquefois au PS de la classe ouvrière, moi je l'ai connu, j'en suis issu, donc je sais un peu que... Dominique Strauss-Kahn, non. Non, lui, il n'était pas issu. Mais enfin, tout le monde ne peut pas être issu non plus de la classe ouvrière. Moi, je le dis parce que je suis fier de mes origines, d'une certaine manière. Parce que vous voyez, mon père, pour lui, s'il avait su que j'allais faire lettres classiques, il voulait absolument qu'il y avait une école professionnelle dans ma petite ville. Et donc, il voulait que j'aille à cette école professionnelle. Et chaque année, vous voyez, il m'achetait, par exemple, pour Noël, moi, c'était mon cauchemar, il m'achetait des mécanos. Alors, moi, je détestais les mécanos, parce que, vous voyez, quand vous vissez les boulons, que vous ripez, paf, vous en mettez un coup sur les doigts, ça fait terriblement mal. Je disais surtout ne jamais aller à l'école professionnelle, et c'est comme ça que j'ai fait du latin et du grec. Vous voyez, ça mène à tout. Vous êtes aussi, vous le déclarez vous-même, franc-maçon, vous appartenez au Grand Orient de France. Pourquoi vous le dites vous-même? Parce que... tout simplement parce que, si vous voulez, comme autour, il y a toute une mythologie de choses un peu secrètes. Au moins, vous dites une fois pour toutes, les gens, ils vont pas pendant des heures entières dire « Ah, mais lui, il serait pas quand même... » Bon, ben voilà, je le suis. Et je dis dans mon livre que à Lyon, il y a deux grandes écoles. Je le disais tout à l'heure encore à Jean-Claude Boulard, parce qu'il me disait c'est complexe Lyon. Je lui dis non, il faut comprendre qu'il y a deux grandes écoles de pensée. Une école laïque, qui a donné les socialistes utopiques, dont je parle dans mon livre, puis en même temps une école chrétienne qui, parce qu'il y a les canuts dans notre ville et la révolte des canuts, découvre très vite le catholicisme social et invente même le catholicisme social. Et ces deux écoles se rejoignent justement pendant la guerre, puisque Lyon est le lieu
où évidemment on se réfugie, c'est au départ dans la France libre, et donc petit à petit les réseaux de résistance à la fois laïque et chrétien se mêlent et essayent d'inventer une nouvelle société, ce qui donne le programme du Conseil national de la résistance. Oui, et Lyon, puisque vous parlez de la résistance, c'est la ville de Jean Moulin, où est mort Jean Moulin, et à cette occasion, je voudrais signaler que le procès Barbie vient de sortir dans un coffret DVD chez Arte Vidéo. Mais à propos des formations, c'est un outing à la Delanoë, quoi. C'est pour que les autres ne le disent pas. Oui, mais ça fait longtemps que j'ai fait mon outing. Vous avez votre franc-parler, on le sait, pas tout à fait comme votre ami Georges Frêche. Je dis votre ami parce que ça vous énervait qu'on le traite de beauf alors qu'il était tout le contraire, selon vous. Oui, je suis allé encore signer mon livre à Montpellier. Et donc, j'ai rencontré un certain nombre de personnes, pas au PS, parce qu'au PS, c'est toujours difficile. Donc, j'ai dit, je vais essayer d'aller en dehors du PS. Et j'ai rencontré un certain nombre d'intellectuels de Montpellier, le directeur de la Maison de la Danse de Montpellier, l'éditeur du secteur, le directeur du théâtre, etc. Et j'en discutais avec eux. L'image qu'il a là-bas ne correspond pas du tout à l'image qu'on lui a fait au niveau national. Vous voyez, si je l'ai défendu à un moment donné, c'est parce que, par exemple, on l'avait attaqué pour antisémitisme. Vous savez, quand il avait dit sur Fabius, il a une tronche pas catholique. Eh bien, moi, il se trouve que j'ai fait la connaissance de Georges Frêche il y a longtemps, lorsque nous étions allés ensemble en Israël. Et je connaissais un peu sa pensée par rapport à la communauté juive, par rapport à Israël. Et par exemple, quand je faisais signer mon livre, il y a une dame qui est venue avec une photo et m'a dit « Monsieur Collomb, regardez, ça, c'était ensemble en Israël avec Georges Frêche et vous en 1982. » Donc, c'est pour cela que j'avais tenu à témoigner. D'accord. Je parle de Georges Frêche. Je voulais revenir un instant sur Martine Aubry. Si jamais Dominique Strauss-Kahn n'y va pas, ça peut toujours arriver, hein. Et si c'est Martine Aubry, vous ne la soutiendrez pas ? Moi, j'ai dit que, de toute façon, si Dominique Strauss-Kahn ne venait pas, j'irais faire un tour pour les primaires. Je ne suis pas sûr de recueillir au sein du PS une grande majorité, mais en tout cas, porter les idées me semble important pour l'avenir du PS. Vous savez, moi, comme vous l'avez dit, j'ai 63 ans. Peut-être je n'aurais pas eu cette liberté de ton si j'avais eu 35, 40 ans, parce que je me serais dit, j'ai un avenir aménagé. Oui. Au moins maintenant, je peux dire effectivement quelles sont mes convictions profondes, qui sont toujours des convictions de gauche, mais que j'essaye d'ancrer dans la réalité contemporaine. Tout à l'heure, vous parliez des canuts. Lyon, dans l'imagerie, c'est aussi un personnage très connu. Je vous propose de regarder quelques images et vous allez nous les commenter ensuite. Bonjour à tous, vous me reconnaissez, Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon. J'ai décidé de me présenter aux côtés de Guignol et Niafron pour parler d'actualité. Voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, si j'ose dire, il y a quelques jours. C'est Gérard Collomb au Guignol, le vrai Guignol, le Guignol d'origine, le Guignol lyonnais. Voilà, le Guignol de Lyon, avec Guignol justement, et puis l'ensemble de ces personnages. Niafron, et puis tous les Lyonnais qui sont là. Oui, effectivement, c'est la grande tradition. Moi, j'ai été très heureux que cette troupe de théâtre de marionnettes fasse faire une marionnette à mon effigie. Et donc, nous jouons maintenant dans le théâtre de Guignol. En même temps que moi, d'ailleurs, est venu Jean-Michel Aulas. Donc, vous voyez, il y a des protagonistes de la ville qui sont présents. Très bien, on reparlera de... C'est la vraie tradition, hein, d'ailleurs, parce que Guignol, c'était... Parce
qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose pour les enfants. Mais à l'époque, c'était une satire politique, et donc on parlait au travers des dialogues de Guignol, de Gnafron, de la vie politique de l'époque. Et donc on se moquait un peu des personnages qui occupaient le devant de la scène. Et donc ça, c'est bien cette tradition qui a été ensuite celle des chansonniers. C'était un peu les chansonniers avant la lettre. Mais est-ce que Raymond Barre a eu son Guignol, justement? Non. Non. Oui, je rappelle que vous avez succédé à Raymond Barre comme maire de Lyon. Puisque vous parliez de chansons, écoutez. Ils arrivent devant, alourdis le bruit des bateaux. Il est nous, on ne va pas accueillir les mots ceux de mirage. Et dans la parfois, il nous disait que nous le sur les plages. Moi qui l'ai connu toute ma vie, que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller ce riz environ de bord. J'avais pas pris une chanson facile. Non, c'est pas une chanson facile. Moi, je trouve que vous vous en tirez plutôt bien. Bon, mais c'était une chanson en fait c'était une organisation qui était faite pour essayer de construire un hôtel pour les parents d'enfants qui sont hospitalisés à Lyon. Ouais. Et donc, il y a une association qui s'appelle le Petit Monde qui a décidé de faire des opérations, de recueillir des fonds pour construire un hôtel qui permette aux parents d'être près de leurs enfants. un peu dans Parce que, l'esprit par de exemple, Chirac. voilà, exactement. Et donc, ils avaient décidé de prendre toutes les personnalités lyonnaises et de les faire chanter. Donc voilà, on avait une soirée où j'avais accepté de chanter. Donc, vous voyez ce que ça donne. Mais c'était dans un but louable. Oui, c'est dans un but louable. Mais j'aime bien chanter en même temps. Oui, ça se voit. Je voulais revenir d'un mot sur Guignol. Guignol, c'est quand même aussi aujourd'hui pour le plus grand public national les Guignols de l'info sur Canal+. Est-ce que vous aimeriez être au Guignol de l'info? Parce que là, ça voudrait dire que vous êtes passé d'un statut plus important en termes de notoriété. Ah, c'est la reconnaissance, vous l'avez vu pour la marionnette, là. Bien évidemment, regardez par exemple Jacques Chirac. Moi, je crois qu'il a gagné sa première campagne électorale avec les Guignols de l'info, parce que effectivement, vous vous souvenez, manger des pommes, c'était hyper sympa. Et donc, bon, lui qui avait un profil un peu quelquefois trouble dans l'opinion publique, il est devenu sympathique oui. Et les gens l'ont adopté. Tout à l'heure, je le disais, qu'on allait revenir, et on reviendra encore tout à l'heure sur votre livre, Si la France s'éveillait. C'est aussi un livre où vous vantez particulièrement, au travers de votre expérience, le statut de l'élu local. C'est-à-dire que vous êtes contre le parisianisme, et même souvent le parisianisme du PS, d'ailleurs, de la rue de Solferino. Vous dites quelque part, c'est pas dans le livre ça, mais que vous préférez la Martine Aubry de Lille plutôt que la Martine Aubry de Solferino. C'est même dans le livre. Oui, c'est dans le livre. Et donc, parce que vous pensez qu'il y a une schizophrénie chez les socialistes entre l'échelon local et l'échelon national. Si vous voulez, je pense que, comme vous le dites, qu'il y a effectivement en France, c'est le pays le plus jacobin de l'Europe, parce que c'est notre tradition. Je discutais avec Jean-Claude Boulard, les Plantagenets, me disait-il, bah, c'est la même chose, si vous voulez. Au départ, on a un certain nombre de provinces relativement fortes, de villes en particulier, très très fortes. Et puis, lorsque les rois de France veulent conquérir le pouvoir, bah, ils effacent un peu ces villes et ces provinces pour concentrer le pouvoir. La Révolution continue d'ailleurs dans le même sens. Et donc, petit à petit, les villes s'effacent du paysage. Puis aujourd'hui, où on revient dans l'Europe, eh bien, les villes réémergent. Vous voyez, un peu comme dans l'Europe du XVIe siècle, où les grandes villes italiennes, flamandes, faisaient effectivement l'Europe. Il y a aujourd'hui une Europe des villes. L'État-nation tend à voir son rôle diminuer, et puis l'Europe redevient une Europe des villes. C'est le message aussi que j'essaye de porter. Et votre message, on pourrait le résumer de ce point de vue-là d'une phrase que vous citez, penser global, agir local.
Oui, bien évidemment. Je crois qu'aujourd'hui, il faut à la fois penser le monde entier, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, puis en même temps, c'est au niveau local que ça se joue. Vous voyez, les problèmes écologiques dont on parle toujours, ceux effectivement de la résorption et des problèmes de CO2, c'est dans nos villes que ça se joue. Ça se joue sur quoi? Ça se joue sur les industries, ça se joue sur les transports en commun et ça se joue dans nos habitations. C'est ce que nous gérons dans les villes et donc effectivement c'est nous qui avons aussi quelques ressorts pour pouvoir porter ces défis-là. Gérard Collomb, merci. On se retrouve dans un instant. Je rappelle le titre de votre livre Programme, Si la France s'éveillait chez Plon. À tout de suite. Voilà, on est ensemble encore pour une petite...